Aujourd'hui, on accueille donc avec plaisir Monsieur Benoît Savy, président du CIDIV et vice-président de la Comcom Charente-Limousine. Vous présentez votre PCI et votre structure syndicale en quelques mots. Alors, je vais vous dire deux mots de cette PCI charentaise. Quelques chiffres. Tout d'abord, c'est 37 000 habitants, 58 communes, à peu près 1400 km², comme vous voyez sur la carte. Et on va dire que le PCI est au centre d'un triangle que formeraient trois métropoles régionales, Poitiers au nord, Angoulême à l'ouest et Limoges à l'est. Voilà. Donc, pour vous donner d'autres caractéristiques de cette PCI, c'est deux cours d'eau principaux, donc le fleuve Charente qui draine sa partie sud, et puis la Vienne qui draine sa partie nord. Donc vous avez compris, hein, deux agences de l'eau, Loire-Bretagne sur la partie nord, et puis sur la partie sud-ouest, Adour-Garonne. Et puis on a aussi donc deux EPTB hein, sur nos deux bassins versants qui sont pour nous donc des partenaires incontestables à la mise en place de cette GEMAPI. Et puis pour vous donner encore deux éléments qu'on reprendra peut-être tout à l'heure, qui sont très importants pour notre territoire, on a, au-delà d'avoir ces deux grands bassins hydrologiques, on a deux caractéristiques géologiques un peu différentes. Au nord, on est sur un socle, donc on a tout le panel des formes hydrologiques liées à ce socle. Et sur le sud-ouest, on a un bassin sédimentaire. Donc, on a aussi deux systèmes agro et ruraux qui sont un peu différents. Donc, un système plus basé sur l'élevage au nord-ouest et plus sur la grande culture au sud-ouest. Voilà pour le paysage un petit peu de l'EPCI Charente-Limousine. Juste pour préciser, donc un EPTB, c'est un établissement public territorial de bassin. Et donc, en fait, c'est un super syndicat de rivière qui dépasse en fait les limites d'un petit bassin versant et donc qui est souvent donc une structure juridiquement syndicat mixte ouvert. On peut être candidat au-delà des EPCI, être adhérent des régions et des départements. J'arrête là le commentaire. Donc, sur votre territoire, vous avez plusieurs bassins versants, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, deux bassins versants, comme je vous l'ai dit, hein. Un qui dépend effectivement du cours de la Vienne. Alors, je crois que le Euh, diaporama ne défile pas là. alors, attendez, je vais essayer. Hop, C'est bon, est-ce que vous merci. l'avez à l'écran? Très bien. Donc voilà, donc toute la partie, on va dire la partie est, donc vous avez un grand syndicat, le CIGIV, donc qui gère les milieux aquatiques et la prévention des inondations sur une grosse partie de la Vienne en Charente. Et puis vous avez donc sur la partie ouest un morcellement de petits syndicats qui sont des syndicats historiques du bassin donc du fleuve Charente pour le coup, hein. Et donc vous voyez que la GEMAPI en Charente-Limousine, c'est en fait l'accord autour de cette mosaïque de petites structures, parce que vous voyez que ces syndicats sont de taille relativement modeste, donc de petites structures qu'on a dû coordonner pour avoir une réelle politique à l'échelle de l'EPCI. Justement, pouvez-vous nous parler des particularités de votre territoire? Alors, les particularités, je vais jongler peut-être sur mes deux casquettes. Alors, particularité du premier territoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis président depuis 2014 du CIGIV, hein, donc c'est le syndicat intercommunal des bassins du Gouard pour le G, de l'Issoire pour le I, et la Vienne en Charente-Limousine pour le V. Donc, ce syndicat, en fait, est un syndicat encore en couche-culotte, hein, puisqu'il a été créé en 2014. Donc, il est très jeune, dans un territoire qui était complètement orphelin, on va dire, de culture eau, sur lequel il n'y avait pas forcément d'association ni de moteur. Et donc, il a été constitué très, très tard. Donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, ce syndicat a signé son premier contrat territorial milieu aquatique au mois de mars dernier. Et j'allais dire, assez vite, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, les élus se sont mis en ordre de marche pour justement passer de pas grand-chose à la première signature de ce CTMA. Et donc, ça nous a imposé, nous les élus, de changer complètement de logiciel dans notre territoire et tendre vers cet outil financier qui était, j'allais dire, quasiment inconnu en Charente-Limousine avant 2014. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc, on voit bien qu'à l'échelle de l'EPCI, on a une couverture complète
par des syndicats opérateurs de notre communauté de communes. On a travaillé donc en amont de la mise en place GEMAPienne pour qu'il n'y ait plus de communes orphelines, que toutes les communes adhèrent à des syndicats de bassin, puisque pour nous, avant la mise en place de cette compétence GEMAPI, c'était l'outil iDouane pour gérer donc milieu aquatique et prévention d'inondation. Donc avant la mise en place de cette compétence, on avait sur les 58 communes à peu près 20 communes qu'on appelait orphelines, c'est-à-dire qui n'étaient pas membres de syndicats de rivière ou de syndicats de bassin. Aujourd'hui, toutes le sont. Oui, au niveau de votre diaporama, vous avez quelques détails à nous présenter aussi, je crois, sur les particularités du territoire. Oui, alors les particularités, voilà, les particularités, je vous les donne, mais assez rapidement. Comme je vous l'ai dit, on est un territoire qui est avec une ligne de partage des eaux entre le bassin de la Loire et le bassin de la Garonne. Donc, on a deux agences de l'eau. On est à cheval sur deux départements, notamment en ce qui concerne le Sigive, hein, qui a une marge auviennoise. Donc ça, c'est des facteurs qui sont des facteurs un petit peu plus handicapants, j'allais dire, hein, pour essayer d'avoir un territoire cohérent en termes de gestion de la GEMAPI. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a des thématiques qui sont par contre assez prégnantes sur notre territoire. On a sur le territoire du Sigive, hein, donc sur la partie est, on a plus de 2000 plans d'eau, presque 90 km² de zones humides. Et on a identifié donc, sur ce territoire 8 masses d'eau au sens administratif du terme. Donc là, on a vraiment, j'allais dire, une mosaïque assez complète de territoires un peu hydromorphologiques différents. Et puis, donc, du côté ouest de l'EPCI, là, on a une cohérence un petit peu plus forte de l'espace hydro, tout simplement parce qu'on est sur le cours donc, du fleuve Charente et ses principaux affluents de rive gauche. Voilà. Donc Et, voilà pour les caractéristiques, hein, j'en dis pas plus, au niveau physique et hydrologique de notre PCI. Une petite question justement sur le lien entre ces syndicats de rivière et les EPTB. Donc il y a deux EPTB, on peut imaginer qu'ils se partagent entre la ligne rouge qui est sur votre schéma, avec un côté le PTB Loire et l'autre côté un autre PTB que je ne connais pas. Alors, il y a le PTB, donc le PTB Vienne, qui est sur la partie est du territoire, donc notamment qui a été un des parrains du Sigive, hein, qui a été à l'initiative de la mise en place de ce syndicat, qui a beaucoup aidé les élus sur le territoire pour mettre en place ce syndicat et qui aujourd'hui les aide aussi pour définir les priorités. Et puis sur le côté ouest, on a le PTB de Charente, hein, qui gère en fait l'intégralité du bassin du fleuve Charente. Et le lien entre ces syndicats de rivière finalement et le PTB, ça se passe comment en fait? Alors, c'est un lien qu'on a construit hein, à l'échelle de l'EPCI. Donc, il faut bien voir en fait la strate EPCI qui a vraiment, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, hein, vraiment investi cette compétence GEMAPI et qui en fait a fait le lien entre une strate syndicat opérateur qui était véritablement la strate la plus proche du terrain et puis celle des EPTB où on a cherché, nous, EPCI, de la cohérence dans la gestion de nos bassins versants, mais surtout aussi de l'ingénierie qu'on n'avait pas forcément ni dans notre Comcom, ni dans les syndicats opérateurs. Et on a créé vraiment des partenariats entre les EPTB et puis les syndicats opérateurs via le PCI qui fait partie de ces EPTB pour qu'il y ait une réelle cohérence d'action sur notre territoire. Je prendrai un tout petit exemple. Aujourd'hui, on a un territoire où on a des lacs de barrage avec une vocation touristique qui nous pose un peu problème. Et on reviendra sur le terme qu'on a défini tout à l'heure d'eutrophisation, justement, hein, puisque ces plans d'eau de baignade sont eutrophes. Donc, durant l'été, ils sont souvent fermés, dû au développement des cyanobactéries. Et on a donc là, dans ce territoire-là, des lacs de Haute-Charente, on a un partenariat qui est vraiment très fort entre un syndicat opérateur qui a un projet gestion de zone humide qui est en place, et puis un EPTB qui apporte son ingénierie sur, pour le coup, là, une étude pollution diffuse et qui va porter lui-même un plan d'action complémentaire à celui du syndicat opérateur pour essayer en fait de résoudre cette problématique sur notre territoire. Donc on a vraiment deux approches à deux échelles différentes, mais très complémentaires pour essayer, alors pour le coup, de trouver des solutions concrètes sur nos territoires. Donc on voit bien effectivement un millefeuille à 3 couches, mais avec chaque couche la spécialisation.
et qui permet Oui. d'avoir, comment dire, à la fois une cohérence en termes techniques au niveau de l'EPCI, des cohérences de bassin versant et un appui externe par les EPTB quand c'est nécessaire. Oui, tout à Concernant fait. Et alors, oui, si je peux me permettre, l'huile dans les rouages, c'est notre cellule GEMAPI. On a une cellule GEMAPI avec une technicienne ad hoc en Charente-Limousine. Et c'est vraiment cette technicienne qui essaye de trouver la complémentarité la plus complète entre les différentes strates qui interviennent sur notre territoire, hein, sans bien sûr que les uns marchent sur les plates-bandes des autres, mais qu'on soit vraiment avec une démarche, j'allais dire, horizontale et partenariale pour qu'on puisse mettre en place justement ces actions pour, comme je vous le disais tout à l'heure, essayer de trouver des solutions très concrètes. très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler maintenant de cette prise de compétence finalement de la GEMAPI, de la taxe? Comment ça s'est passé chez vous? Alors, à l'échelle de l'EPCI, on a anticipé un petit peu les choses. On a travaillé sur la GEMAPI en 2017 et notamment sur justement l'architecture, la couverture par les syndicats de bassin de l'intégralité de notre territoire, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis aussi, assez rapidement, on s'est rendu compte que cette GEMAPI allait poser des problèmes de financement, qu'on allait devoir adapter nos financements aux nouveaux enjeux. Et on sortait effectivement, nous, alors pour le coup, c'est un cas très, très particulier, mais d'une fusion de communautés de communes qui a donné cette Charente-Limousine, et on avait des capacités de financement très réduites. Donc très vite, le conseil communautaire a pris ses responsabilités et a voté à l'unanimité des 88 délégués moins une abstention l'instauration de la taxe GEMAPI avec tout un travail sur le montant de cette taxe et surtout sur une politique gémapienne portée par le PCI qui était basée à l'époque sur deux mots, la confiance en les syndicats opérateurs pour qu'ils puissent effectivement mener des actions de reconquête de milieu, reconquête de qualité, mais qui ne soient pas complètement dispensieux. Et puis, le contrôle derrière, comme on instaurait cette taxe, on se devait d'avoir un droit de regard très fin sur la disponibilité, mais aussi l'utilisation de ces financements. Et donc, on a été obligé de mettre en place véritablement une politique gémapienne assez, alors pour le coup, on ne la pensait pas comme ça au départ, mais assez innovante, c'est-à-dire qu'on a créé donc tout de suite une cellule GEMAPI à l'EPCI. On a passé des conventions d'objectifs avec nos syndicats opérateurs. On a créé une conférence annuelle gémapienne en Charente-Limousine, où là, tous les syndicats viennent présenter leurs actions de l'année, plus les prévisionnels de l'année d'après, à tous les acteurs de l'eau en Charente-Limousine et à tous les élus membres de cette commission GEMAPI. On a fait rentrer dans la boucle notamment notre syndicat d'eau potable. Et enfin, on a beaucoup axé notre stratégie gémapienne sur la formation des élus. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est parti d'un initial qui était relativement pauvre en termes de culture eau, et donc on a mis en place un cycle de formation porté par le PCI à destination des délégués qu'on envoie nous représenter dans les syndicats opérateurs. Donc ça a vraiment été quelque chose d'assez complet qu'on a ficelé lors d'un conseil communautaire du mois de septembre 2017, donc avant en fait de faire la culbute sur la réforme GEMAPI. Et c'est vraiment quelque chose qui alors pour le coup, nous a grandement facilité les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines EPCI qui peuvent être un petit peu, comment dire, frileux vis-à-vis de transfert de la compétence dans les syndicats. On voit que grâce à votre système, vous avez pu instaurer des liens de confiance et pouvoir avoir une maîtrise budgétaire. Concernant cette évolution, je dirais, des pensées ou des idées qu'il peut y avoir par rapport aux histoires de syndicats, de perte finalement de pouvoir en transfert, comment vous pourriez peut-être qualifier cette évolution des mentalités, finalement, la mise en place de la GEMAPI obligatoire, comment ça a été vécu et comment vous voyez finalement après quelques années d'expérience le bénéfice ou les problèmes que ça peut engendrer chez vous? Alors, il y a eu plusieurs choses et si vous me permettez, je pense qu'il faut bien caler en fait l'échelle sur laquelle on s'appuie pour répondre. C'est-à-dire qu'à l'échelle du syndicat opérateur, hein, c'est-à-dire du SIGIV, qui était très jeune, la GEMAPI, pour nous, ça a été une désorganisation de plus.
puisque les élus ont pris leur marque pendant 2, 3 ans. On s'est formé nous-mêmes, on a travaillé un projet politique entre élus qui venaient des différentes communes. On était à peu près OK sur la stratégie, sur les objectifs. Et puis arrive cette réforme et j'allais dire patatras, tout est par terre. Il faut recommencer avec d'autres élus qui venaient représenter chez nous non pas les communes membres, mais les CDC. Donc, pour nous, syndicats opérateurs SIGIV, cette mise en place de la GEMAPI, ça a été un élément assez difficile en fait à intégrer dans la marche forcée qu'on s'était donnée, nous, les élus municipaux, pour tendre le plus vite possible vers la signature de ce CTMA. Donc, en clair, pour parler concrètement, on a perdu 1 an ou 1 an et demi, nous, hein, à réexpliquer, à reconvaincre en fait les élus des CDC qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient animés de bonnes intentions autour de la table du conseil, du comité syndical, pardon, SIGIP. Donc, pour nous, ça a été un élément un peu perturbateur. Après, à l'échelle de l'EPCI, par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait véritablement, avec les syndicats opérateurs, préparé cette bascule. On a convaincu certaines communes aussi qui n'avaient pas franchi le cap, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait absolument adhérer à certains syndicats pour qu'on ait une couverture véritablement complète. Ensuite, on a vraiment mis sur la table, là, pour le coup, l'idée que cette compétence allait nous forcer à anticiper un petit peu la compétence du grand cycle de l'eau qui allait tomber dans les girons communautaires. Et donc, on a vu ça, nous, comme une première marche, en fait, à l'escalier qui allait nous mener vers la gestion du grand cycle de l'eau. Donc, assez vite, avec les présidents de syndicats en place, on s'est mis en ordre de marche pour essayer de se dire, voilà, on a une nouvelle compétence qui nous est imposée, elle est dans les mains de l'EPCI, voyons ce qu'elle deviendra dans quelques années, comment est-ce qu'on peut anticiper ces prises de compétences, notamment eau potable ou assainissement collectif qui viendront avant la fin du mandat. Donc pour nous, c'était important. Ça nous a forcé en fait à changer d'échelle. Ça nous a forcé à nous organiser. Ça nous a forcé à travailler avec la même méthode. Et j'allais dire, aujourd'hui, en 2021, je pense qu'en tout cas pour nous, ça n'a eu que des bénéfices, puisqu'aujourd'hui, on est capable d'avoir une cohérence sur les objectifs que l'on pousse en Charente-Limousine en termes de GEMAPI. On est capable d'avoir une cellule GEMAPienne qui fait le lien avec tous ces syndicats de manière horizontale, mais aussi verticale, comme je vous l'expliquais avec les EPTB ou les autres partenaires. En clair, ça nous a forcé à regarder un peu plus loin et à nous organiser. Et aujourd'hui, c'est une compétence aujourd'hui en Charente-Limousine qui est vraiment, j'allais dire, une variable de l'aménagement du territoire, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec ses composantes urbanisme, avec ses composantes environnementales, Natura 2000, voilà. On a vraiment en fait la compétence GEMAPI qui a vraiment imprégné les autres compétences de l'EPCI aujourd'hui en 2021 chez nous. Très bien. Donc, on voit effectivement. Clair. Si les gens ont des questions, il y a une question, on posera la question juste après. J'avais une question sur, donc effectivement, là on voit bien les connexions aussi entre la compétence GEMAPI et les autres compétences de PCI. Finalement, cette coordination que vous assurez permet d'avoir un lien global. Et concrètement, je reviens peut-être un peu sur la casquette finalement syndicale. Est-ce que sur les opérations des travaux, par exemple, que vous meniez avant la GEMAPI, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez vu des changements par rapport justement à la mise en place d'actions sur le terrain? Oui, alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le point négatif pour le syndicat de cette GEMAPI, ça a été de perdre un petit peu de temps dans la mise en place de notre CTMA. Mais le point positif, c'est qu'effectivement, on a pu faire venir à nous d'autres partenaires, justement parce qu'on avait dans notre comité syndical 2 EPCI, une EPCI charentaise et auviennoise, avec une vision un petit peu plus globale de ce qu'on devait faire à l'intérieur de ce syndicat, en termes de reconquête de milieu notamment. Et donc, on a pu aller un petit peu plus loin que ce qu'on avait mis sur la table au départ quand on était nous, les élus municipaux, à représenter donc, nos communes au SIGIP. Donc ça a été vraiment quelque chose d'intéressant, j'allais dire,
tout simplement parce qu'on a eu une vision un petit peu plus large de certaines thématiques, notamment, pour prendre des exemples complets, hein, concrets, pardon, notamment en termes de gestion des zones humides sur notre territoire, qui est vraiment une thématique, pour le coup, très, très importante. Eh ben, on a aujourd'hui un volet zone humide beaucoup plus concret, et beaucoup plus important dans notre contrat territorial que peut-être on aurait eu si on l'avait porté simplement avec des élus venant des communes et pas des EPCI, puisqu'on a pu effectivement agréger des réflexions qui étaient dans ces EPCI, en fait, qui sont donc la Charente-Limousine, j'en ai parlé tout à l'heure pour la partie ouest, mais au Limousin en marche pour la partie auviennoise et la partie est. Donc oui, ça a été un plus. En fait, on a pris un petit peu de hauteur et on a travaillé sur une échelle un petit peu plus large et ça a fait que aujourd'hui, je pense que les actions qu'on porte dans ces TMA sont pour certaines plus cohérentes, plus attachées à une échelle un peu plus large et peut-être plus ancrées sur le partenariat entre ces deux EPCI qu'elle n'aurait été sans la GEMAPI. Merci. Il y avait une petite question dans le chat donc, qui était à quel moment les EPTB ont-ils été créés? Est-ce que vous savez? Alors, je n'en sais fichtre rien, mais je ce crois que qu'ils je sont peux vous dire, antérieurs. c'est que le PTB de la Vienne, c'est un EPTB qui a plusieurs décennies d'existence. Hein. C'est celui qui est la clé du Sage Vienne. Et le Sage Vienne date des années 90. Donc, vous voyez que les EPTB sont des structures assez anciennes, en fait, à l'échelle nationale. D'accord. Et donc, il y avait une question sur l'articulation entre les syndicats et la cellule GEMAPI. Là, ce n'est pas une question très précise. Je pense que vous avez répondu effectivement qu'il y avait une conférence annuelle et des conventions. Oui. Je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Vous avez d'autres choses? Alors, on a des conventions d'objectifs qu'on signe avec les syndicats. On a une conférence annuelle qui nous permet de tous nous retrouver autour d'un petit bilan annuel et puis d'un prévisionnel. Mais on a aussi, en fait, on réunit les bureaux des syndicats 1 à 2 fois par an. En fait, hein, tous les bureaux se réunissent sous l'égide de la CDC pour faire un petit peu le point sur les actions et les projets montés dans les syndicats. Donc ça, c'est important. Et puis, on a aussi une cellule technique qui s'est réunie pour porter des projets un peu plus globaux ou un peu plus particuliers. Je vous prends un seul exemple. L'API, chez nous, était un peu le parent pauvre, hein, parce que les syndicats avaient déjà le savoir-faire EMA, mais l'API, c'était un petit peu plus compliqué à lancer. Et ben, c'est la cellule GEMAPienne de la CDC qui a pris sous son bras justement le fait d'organiser une concertation et un début de cahier des charges commun pour investir l'API dans nos différents syndicats. Donc, vous voyez qu'il y a de la coordination, il y a de l'animation. Il peut y avoir aussi de l'aide technique. Hein. Notre cellule GEMAPI peut arriver en appui technique d'un syndicat, par exemple pour la rédaction d'un programme d'action CTMA ou d'une fiche dans le cadre d'un PPG. Donc, on est vraiment, j'allais dire, aux côtés de nos syndicats au quotidien, hein, dans la gestion de la GEMAPI sur le territoire. Merci. Donc finalement, pour vous, le bilan de cette mise en place de la GEMAPI, vous l'avez ressenti plutôt positivement. Quels sont les points améliorés? Alors le bilan, il est pour moi très, très positif, aussi bien à l'échelle syndicale qu'à l'échelle de l'EPCI. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous a imposé en fait une démarche un petit peu plus horizontale en allant chercher les autres partenaires liés à la gestion de l'eau. Ça nous a imposé de partager autour de ça et puis d'avoir une approche grand cycle de l'eau. C'est la première chose. Je trouve que c'est très, très important pour nous. À l'échelle de notre PCI, ça nous a aussi permis de travailler sur les composantes, les autres composantes de l'aménagement du territoire, comme je vous l'ai dit, la planification, l'urbanisme, aujourd'hui sont teintés de GEMAPI. Donc pour nous, c'est très bien. Et puis surtout, alors là, c'est peut-être un petit peu plus particulier, ça nous a permis de travailler à la naissance d'une culture eau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement des élus qui ont un niveau de connaissance qui a progressé du fait des formations et puis des rencontres répétées sur le territoire. Et puis, on a aussi des techniciens qui ont progressé aussi en compétences sur notre territoire, hein, tout simplement parce qu'on a essayé effectivement d'avoir une cellule technique d'ingénierie qui fonctionne en Charente-Limousine. Donc, globalement, c'est très positif.
Après, il y a quand même des choses, je pense, qu'on pourrait améliorer autour de la gouvernance. Alors, pour le coup, un petit peu plus global, si je peux me permettre, plusieurs points. La première, c'est que on, aujourd'hui, alors très bien, on a cette compétence GEMAPI dans les territoires EPCI, mais en fait, on s'aperçoit que les élus qui se mobilisent dans ces compétences-là, dans les EPCI, sont la plupart du temps assez peu formés, très motivés, mais peu formés, et que la gouvernance eau en France est quand même quelque chose de relativement peu lisible. Il y a beaucoup de strates qui se superposent, qui se télescopent, et alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment un frein, hein, quand on veut garder des élus motivés sur nos territoires dans cette compétence. C'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est à prendre en compte parce que souvent, ça freine certaines ardeurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en termes de variété des items, moi, je pense qu'on a été beaucoup trop loin et que pour le coup, on aurait pu confier à des structures à des échelles beaucoup plus grandes, notamment les 11 et 12. Hein, on aurait pu les confier aux EPTB, par exemple, qui auraient pu coordonner, animer à une échelle plus grande des politiques de mise en place d'actions de reconquête ou des actions ressources. Donc ça, c'est une petite, peut-être une petite opinion plus personnelle, mais je pense qu'au lieu d'ouvrir ces 12 items, on aurait dû peut-être sectoriser un petit peu plus et de se dire, voilà, en fonction de l'échelle de cohérence d'intervention, on pourrait peut-être voilà, cibler plutôt les, les structures et leur donner pour le coup vraiment des prérogatives, notamment le 11 et 12. Et puis surtout, euh, je parlais de la gouvernance de l'eau tout à l'heure. Ce qui me, et là, c'est peut-être l'élu qui est membre de la clé du SAGEVIEN, mais ce qui me chagrine un petit peu, c'est que on a, la loi MAPTAM a basculé cette GEMAPI dans le cadre communautaire, mais aujourd'hui, elle est un petit peu en retard sur l'allant des territoires, tout simplement parce que dans les clés, on a encore aujourd'hui, même s'ils en ont perdu la compétence, des maires et non pas des membres des intercos. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, si je siège aujourd'hui à la clé du SAGEVIEN, je siège en tant que représentant des maires de Charente. J'aimerais bien, à l'avenir, très rapidement, peut-être pouvoir siéger en tant que représentant des présidents de PCI de Charente, puisque la compétence, elle est là aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses assez simples à faire pour que cette appropriation soit encore plus importante dans nos territoires et là, pour le coup, alors, il faut peut-être un coup de main de la strate la plus en hauteur, qui est la strate nationale. Voilà. J'ai une petite précision, la clé c'est Commission locale de l'eau, c'est une Tout à instance fait. composée d'élus et de représentants des métiers, Il y a agriculteurs, trois collèges. voilà, trois Il y a trois collèges. collèges, en fait. Il y a un collège élu, un collège État, et puis un collège des usagers. Voilà, Voilà. Donc, c'est vraiment un petit parlement de l'eau qui agit à l'échelle d'un bassin versant. qui agit à l'échelle d'un grand bassin versant généralement, hein, qui porte un schéma, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, hein, qu'on appelle les SAGE, qui sont, alors pour le coup, hein, les outils véritablement de référence des EPCI et des syndicats opérateurs sur les territoires. Alors justement, je rebondis dessus, effectivement, on voit qu'avec les années de sécheresse qui sont passées les 3 dernières années, les questions de gestion quantitative deviennent de plus en plus importantes. Si on fait un peu de politique fiction, là pour l'instant, les questions effectivement de gestion de la quantité qui ne sont pas attribuées je dirais, à une structure particulière, ça va poser question. Donc certains territoires messages, d'autres pas. Donc vous de votre côté, si vous aviez un souhait, vous pensez que cette gestion quantitative, donc à l'échelle des bassins versants, c'est plutôt à l'échelle des EPCI, à l'échelle des bassins versants de syndicats de rivière ou à une autre échelle. Quel serait votre point de vue sur ce point-là? Alors, les clés de SAGE travaillent déjà sur la gestion quantitative, hein. Donc, il y a effectivement tout un travail de consensus de fait autour
de ces tables rondes clés, commission locale de l'eau, avec là pour le coup tous les acteurs, puisque on a les services de l'État, on a les élus, on a aussi les usagers, que ce soit des irrigants, des agriculteurs irrigants, mais aussi des associations de consommateurs. Donc c'est là en fait que se fait la discussion et que s'établissent les consensus pour évaluer en fait les différents volumes prélevables, par exemple, sur un bassin versant. Donc j'allais dire l'échelle du SAGE, je pense que c'est la bonne échelle. Mais il faudrait que dans ces clés soient représentés les EPCI qui aujourd'hui animent la compétence GEMAPI. C'est-à-dire que quand on regarde notamment les projets de SDAGE sur lesquels on a émis des avis, nous, les collectivités, il n'y a pas si longtemps, eh ben, c'est déjà, nous, une petite anicroche qu'on avait relevée. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui, très bien, ce sont les EPCI qui ont la main sur la GEMAPI, mais en fait, ces EPCI n'apparaissent pas dans les structures de gouvernance de l'eau. En tout cas, pas encore. Donc, il y a un décalage qui, pour nous, est un peu handicapant, notamment dans la lisibilité des élus de nos territoires. C'est-à-dire qu'on nous dit, OK, je me fais là un petit peu provocateur, mais on nous dit, OK, on a la compétence, on fait, on finance, mais on n'est pas où ça se décide. Très bien. On va terminer par une dernière question qui va clôturer pour tenir le timing. Donc, c'était une question finalement, grâce à votre conférence au niveau de l'EPCI sur les syndicats de bassin, avec les syndicats de bassin. Est-ce que vous avez pu observer finalement quelque chose au niveau des types d'actions menées par ces syndicats? Est-ce que ça a amené une certaine homogénéisation ou les caractères de ces bassins est totalement différent? Finalement, ça n'a pas forcément changé grand-chose. Si, alors ça a changé la vision globale en fait qu'ont les syndicats de ce qu'on peut mener sur son territoire et surtout, ça a changé en fait la vision des enjeux. Quand on a déterminé, quand on est un élu sur un petit territoire des enjeux, on l'a fait, bien sûr, avec toute la bonne volonté et tout, et tout son cœur, ce n'est pas le problème. Mais quand on change un petit peu d'échelle et quand on voit comment ça se passe à côté, quels sont les enjeux qui ont été identifiés par d'autres élus, souvent, on a un processus là qui se nourrit l'un l'autre. Et souvent, en tout cas dans les dernières discussions qu'on a pu avoir, les enjeux ont été un petit peu, se sont réajustés les uns les autres, tout simplement parce que quand on voit ce qui se passe dans le syndicat d'à côté, ou d'ailleurs le contexte peut être le même ou un peu différent, eh ben, on se réajuste nous-mêmes et notamment on a une thématique sur l'abreuvement dans nos petits cours d'eau qui est très très intéressante. Et alors là, pour le coup, cette thématique de l'abreuvement, on la retrouve aujourd'hui dans les différentes actions des syndicats, tout simplement parce qu'elle est devenue un petit peu transversale, parce que les échanges ont fait que on a peut-être corrigé un tout petit peu le niveau hiérarchique auquel on l'aurait mis si on avait travaillé tout seul. Et quand on voit aujourd'hui, avec un peu d'expérience, ce qui se passe dans les syndicats voisins, on a réajusté nos programmes d'action pour que, effectivement, on puisse tenir compte aussi de ces expériences-là. Donc, il y a vraiment des échanges et un enrichissement global, en fait, notamment en termes d'enjeux et d'objectifs de reconquête à l'échelle de l'EPCI qui naît véritablement de ces conférences GEMAPI où tout le monde peut bien sûr s'exprimer, poser une question et on a pour le coup là au même endroit, au même moment, les techniciens mais aussi les élus. Donc il y a un partage qui est quasi global au niveau des structures animatrices de la GEMAPI en Charente-Maritime. Merci, Monsieur Savy. Merci, Claire, pour le CEREMA. Sur ce, nous allons clôturer ce webinaire du jour qui sera suivi, comme je disais, d'un prochain webinaire sur la gestion des inondations, donc l'aspect pays, avec Sylvain Moréa du CEREMA et un élu. Je clôt l'enregistrement.